C'est comme si on m'avait coupé en deux. Plus de contact. Parce que moi je partais, j'étais tranquille et sereine. Et de ce coup, il y a eu ce choc. Parce que sur le moment, j'ai même pas compris ce qui s'était passé. Parce que j'ai pas vu la voiture sur le côté ni rien. C'était donc ce choc a été vraiment hyper violent. Après, le fait de se retrouver au-dessus, à l'impression qu'on n'a plus de corps qui n'existe, plus rien, et tout percevoir en dessus, au-dessous, partout, c'est grandiose. Ce bien-être profond, c'est magique quelque part. Après, il y a la lumière qui était là, et ça m'a attiré. Il y avait cette espèce de paix, d'amour, de bien-être total. Sylvie a vécu une expérience de mort imminente. Pour la sexagénaire, c'était il y a 32 ans, après un accident de voiture. Au micro de notre podcast Les gens du coin, elle raconte l'indicible, le genre de moment qui change vraiment une vie. L'expérience dite de mort imminente peut déconcerter le grand public. Pourtant, c'est un domaine de recherche scientifique sérieux. Le docteur Jean-Pierre Jourdan, que l'on va entendre dans l'épisode, y a consacré 30 ans de sa vie. Selon ses études, pour vivre une EMI, pas besoin de frôler la mort ou que le cœur s'arrête. En revanche, tous les témoignages recueillis par le praticien se recoupent. Ils décrivent tous une sensation de bien-être et ce fameux halo de lumière. Bon épisode. C'est arrivé, j'avais 30 ans. J'allais à mon restaurant pour faire de la peinture. J'étais en 2 chevaux. J'ai coupé la route pour aller au restaurant. Et en coupant la route, il y a une voiture qui m'a pris de plein fouet sur le côté. Je me suis vue d'un seul coup au-dessus de tout. J'ai vu ma voiture, j'ai vu des gens et puis partout autour de moi. Et là, c'était impressionnant. Et le fait de se sentir là, partout à la fois, est difficile à comprendre. C'est un accident de voiture, donc sur le coup, tu ne sentais plus rien ? Plus rien. Le corps n'existe plus, la matière, le temps, la matière, l'espace n'existe plus. On a l'impression qu'on fait partie de tout. Mais après, je me sentais super bien. Légère, je voyais tout partout. C'était, beaucoup plus lumineux, vrai que ce qu'on peut voir actuellement. Tous les détails étaient là. Et puis, il y a un moment, il y a comme une clarté qui est venue, la lumière, quelque chose de doux, et quelque chose que je connaissais comme ma maison. C'était apaisant, c'était plein d'amour, un grand confort. C'était bien, et j'étais attirée par ça. Est-ce que tu te voyais du dessus ? Moi, je me voyais pas, mais je percevais tout. J'ai l'impression que c'est comme j'étais une petite chose qui pouvait tout percevoir et tout ressentir. J'ai l'impression que j'existais, mais en transparence. J'étais portée au milieu de tout ce qui existe. Donc, est-ce que tu as ressenti une sensation de paix ? Est-ce que oui. Une sensation de bien-être, de béatitude totale ? Carrément, un bien-être total. C'est le moment le plus beau qui fait partie de la vie. Et après, d'un seul coup, j'ai eu une grande douleur dans la poitrine et tout s'est arrêté. C'est au moment où les pompiers m'ont plus ou moins réveillée et transportée. Mais cette douleur-là intérieure, le fait qu'on m'arrache à où j'étais bien, j'étais en colère, je n'étais pas contente du tout. C'était violent et puis ça ne me plaisait pas. J'étais très bien où j'étais dans cet endroit. C'est quoi ta définition de l'expérience de mort imminente ? Une définition clinique ? Ouh là là, alors ça peut être descriptif. Cette personne va se retrouver, n'est plus dans son corps. Elle va vous raconter qu'elle a perçu les choses, ce qui l'entourait depuis un point extérieur. Très souvent, comme le racontait Sylvie, avec une vision à 360 degrés, l'impression d'être partout à la fois.
autre argument pour la légitimité de ces expériences, c'est qu'à ce moment-là, ce que les gens racontent, ça peut être vérifié. Ils peuvent tout à fait décrire ce qui s'est passé autour d'eux, que ce soit leur réanimation, leur désincarcération quand il y a des pompiers, les réactions des infirmières, les discussions qu'il y a pu y avoir. J'ai des personnes qui m'ont dit même des choses qui se passaient dans l'hôpital à distance de l'endroit où ils étaient, qui ont été vérifiées aussi. En général, cette expérience, elle est baignée d'amour, du début à la fin. Les personnes peuvent se retrouver dans un tunnel ou une structure de passage. C'est pas forcément un tunnel, hein, tout le monde en parle, mais ça peut être n'importe quoi. C'est une notion de passage. Comment ça s'est passé après ce moment de béatitude ? Est-ce que tu peux nous le décrire ? Oui. Donc après, je me suis retrouvée à l'hôpital, à Clermont-Ferrand. J'avais un trauma facial, un avancement du cotyle au niveau de la hanche. Donc j'étais désarticulée, je ne pouvais pas marcher. Et quand je me suis réveillée, que j'étais attachée un peu de partout, je ne comprenais pas trop parce que ça m'avait quand même pas mal perturbé tout ça. Je dis, c'est quand même bizarre, il s'est passé un truc. Et puis, avec les médicaments, tout ça, je me suis dit, choc à la tête, ça n'arrange rien. Bon. Donc j'ai fait, on va dire, peut-être 6-8 mois entre l'hospitalisation, rééducation, tout ça. Je n'ai pas tout compris, je me suis soignée, mais ça, je l'avais mis de côté. Attends, t'es en train de me dire que pendant 6-8 mois, tu comprenais pas trop ce qui t'arrivait ? Non, je me disais, c'est pas normal. Il y a un truc qui est pas normal. Entre les soins, prendre conscience que ma vie était coupée en deux parce que j'avais 30 ans, j'étais hyper active, et d'un seul coup, je suis coincée et je suis dépendante de tout le monde. Donc déjà, ça, il faut l'accepter. Mine de rien, j'avais été défigurée aussi, donc c'était quand même compliqué. J'ai subi plusieurs interventions au niveau du visage, donc mon visage a changé. Donc ça faisait beaucoup de choses à encaisser. Et après, quand j'ai fait le plus gros de ma convalescence, je me dis, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis je me dis, je dois être un peu folle. Donc ce que décrit Sylvie, il faut accepter que c'est inexplicable aux yeux de la science. Pour l'instant, oui. Et l'intérêt, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de creuser les choses pour faire avancer la science et la connaissance. Donc, on ne fait pas avancer la science en disant ça, c'est pas possible. On fait la science en disant, on va écouter ce qu'ils disent et on va essayer de comprendre s'il y a une logique là derrière. Voilà, la logique que j'ai trouvée pour dire en 2 mots. Quand vous regardez un tableau, un écran, n'importe quoi, c'est toujours des univers en 2 dimensions. Est-ce qu'il y a quelque chose dans un univers en 2 dimensions qui peut être caché ? Quand on regarde un tableau, une page de journal ou un écran d'ordinateur, tout ce qu'il y a sur l'écran est accessible parce qu'on le voit depuis un point extérieur. Si on était un être qui vit à la surface de cet écran, pour explorer son univers, il serait obligé d'en faire le tour, de tout mémoriser. Bon, c'est ce qui se passe, nous, quand on est dans un univers à 3 dimensions d'espace. Si on se retrouve dans une dimension supplémentaire, rien de ce qui est dans cette dimension, rien de ce qui est dans notre univers ne peut nous être caché. Pas plus un tube de rouge à lèvres dans la poche de l'infirmière. Ça, c'est une histoire bien connue. Enfin, il y en a des tas comme ça, ou une étiquette sous la table d'opération. Que les pensées des gens, c'est ce que disent les gens, ils étaient à la fois eux et l'autre. À partir du moment où on s'intéresse à quelque chose dans cet état-là, on a une conscience beaucoup plus large des choses. Je l'ai mis de côté parce que j'ai essayé d'en parler autour de moi, j'ai vu que ça coinçait. Oui, ça répondait pas. Ça répondait pas du tout à je savais pas ce qui m'était arrivé. Ce qui me surprend, c'est que cet accident de voiture, il s'est déroulé il y a 30 ans, puisque aujourd'hui tu en as 62. Ce sont des souvenirs encore très forts, très vifs. Hein. Là, Ouais. Comment tu peux l'expliquer ça, que ça soit aussi fort ? Parce que c'est en moi, c'est accroché à moi, ça fait partie de moi.
Et malgré la violence du choc, je n'ai aucun regret parce que cette expérience m'a transformée. Donc, tu as ce moment où tu sors après de l'hôpital, tu reprends ta vie, enfin en tout cas tu tentes de continuer après ce choc et ce sentiment de bien-être, puis ce sentiment de mal-être que tu peux ressentir, ce décalage que tu as en toi. À quel moment tu mets les mots, à l'époque c'était il y a 30 ans, donc peut-être qu'on en parlait moins, c'était dans les années 90. À quel moment tu entends parler peut-être de l'expérience de mort imminente? À quel moment tu te dis que c'est peut-être ça que tu as vécu? Alors, ça va être violent. On va dire que quand c'est arrivé, j'étais en Auvergne et j'ai déménagé en 2008. Et donc, j'ai rencontré M. Jourdan pour des soins et on a commencé de parler des EMI. Et c'est là que j'ai compris, et on est venu en parler comme ça. C'est là que j'ai découvert ce que j'ai vécu. Jusque-là, comment réagit votre entourage? Est-ce qu'à l'époque, vous avez un compagnon, des amis peut-être? Est-ce que, quand vous en parlez, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Un isolement. Alors, je ressens un isolement. Je me dis, j'essaie d'en parler. Bon, il n'y a que mon ami qui m'entend. Mon mari, non, c'était quand même assez clos. Et autour de moi, j'ai même pas osé en parler parce que je me dis, je vais passer pour une folle. L'incompréhension du grand public pour les anecdotes et les témoignages d'expériences de mort imminente, qu'est-ce que ça veut dire sur nous et sur la société dans laquelle on vit? On vit dans une société qui s'attache beaucoup plus au matériel qu'à quoi que ce soit d'autre. Et tout ce qui dépasse nos préoccupations matérielles habituelles, ça fait peur pour beaucoup de gens. Après, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'intéressent, qui commencent à se poser des questions. Parce que ça ouvre des perspectives sur la question idiote, bateau qu'on se pose tous. Dire qu'est-ce qu'on est, d'où on vient, où on va, dans quelle étagère, où cours-je. Je veux dire, c'est des questions, c'est sous-jacent, mais en général, quand on est gosse, qu'on n'est pas encore formaté à devenir un vieux con, on se pose tous plus ou moins la question, à quoi ça sert tout ça? Bon, ce genre d'expérience, ça donne peut-être une petite piste sur le sens de la vie, sur d'où on vient, où on va, à quoi ça sert tout ça. On va revenir sur le moment de ta rencontre avec le docteur Jourdan, qui met ce mot, cette notion d'expérience de mort imminente sur ce que tu as vécu. Qu'est-ce que ça change pour toi à ce moment-là? Qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça. Je ne suis pas folle. Voilà. Du coup, voilà, je n'ai rien inventé. Et le fait qu'il y ait d'autres personnes qui aient vécu ça, ça m'a rassurée. Et je suis contente pour les personnes aussi qu'on puisse en discuter ensemble. Parce que ça peut être un moment de frustration, le fait de ne pas savoir ce qu'on a vécu, l'exprimer et en parler librement comme je fais aujourd'hui. Parce que votre interview, en fin de compte, il est super important aussi pour moi que pour tout le monde. Il faut dire que ça existe et il faut en parler librement. Il ne faut plus avoir peur. Je sens le changement en moi. Moi, j'ai évolué différemment dans mes pensées et dans ma vie. J'ai d'autres ambitions, j'ai d'autres besoins. Et je vis dans ce sens-là. Parce qu'au début, je travaillais dans la restauration, je pensais plus à moi, ma vie, olé comme ça. Et après, je me suis tournée plus vers l'autre, le soin. Le rapport à la nature est encore plus profond qu'avant. On va dire que je suis hypersensible à plein de choses autour de moi. En quelque sorte, cette déconnexion que tu as ressentie au moment du choc t'a reconnecté. Voilà, oui. J'ai l'impression que je suis devenue moi. Je suis moi. C'est pas c'est extraordinaire. Imprimé. Oui. C'est difficile à comprendre, oui. Mais c'est extraordinaire. Ouais.
D'ailleurs, les gens qui reviennent de cette expérience, ils vous disent pratiquement tous la même chose. Ce qu'ils ont appris, ou ce qu'on leur a dit, ou ce qu'ils ont compris, c'est le plus important, c'est comment as-tu aimé. Le reste, c'est du pipeau. On ne leur demande pas combien ils ont dans leur compte en banque, quel genre de maison ils ont, quelle est la cylindrée de leur bagnole. Alors, voilà. La seule chose qui compte, c'est comment as-tu aimé. Qu'est-ce que tu as appris aussi. Voilà, c'est tout. Le reste, ça n'a aucune importance. Et ils disent tous pareil. Alors pour ces hallucinés qui ont pris un coup sur la tête et qui ont été fracassés, je trouve que c'est vachement bien quand même. C'est plutôt sympa. L'épisode du podcast Les gens du coin, c'est terminé. L'objectif de cette série est de raconter les destins extraordinaires, drôles ou tristes d'inconnus partout en France. Je tenais à remercier Sylvie pour la qualité de son témoignage et pour le temps qu'elle m'a accordé, ainsi qu'au docteur Jean-Pierre Jourdan. Et comme je le dis toujours, on se dit à la semaine prochaine.